J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission jusqu'à 16h30 avec mon invité, un comédien que l'on connaît. Nous l'avions reçu pour la 89e émission de la première saison de cette émission qui en compte 3 désormais, révélé au grand public pour son rôle dans Catherine et Liliane dans le Petit Journal sur Canal+, visage phare de la série HPI aux côtés d'Audrey Fleurot sur TF1 et désormais à l'affiche du film d'horreur Gueule Noire en salle. Bruno Sanchez nous fait le bonheur d'être notre invité, suivi de notre coup de cœur à 16h05, Jules Teinturier. L'occasion alors de découvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Bruno Sanchez. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je vous ai fait courir parce que l'émission est à 15h et pas à 15h30. C'est un grand bonheur de vous revoir, je dois dire. Je vous ai beaucoup suivi sur les réseaux depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. Et je dois dire que je vous ai trouvé non seulement très courageux ces derniers jours, mais j'ai trouvé votre point de vue, votre positionnement tout à fait courageux, pas forcément évident à l'heure où on a beaucoup parlé du silence des artistes. Oui, je sais pas, il fallait, je sais pas, ça me touche quoi. Je pense que ça touche tout le monde au final, que c'est dramatique de voir ce qui se passe et qu'on se sent impuissant, que c'est dur quoi. Après, c'est assez difficile de parler de ça. C'est vrai, justement, c'est pas facile de parler de ça. Non, puis en plus, c'est surtout que moi, j'ai aucun parti politique, aucun positionnement. Moi, ça me désole pour tous les humains qui sont en train de le vivre, en fait, que ce soit des deux côtés. Et puis, je pense qu'en vrai, moi, des amis que j'aide des deux parties, ils vivent tous bien ensemble, en fait. Et je crois que en Israël, c'est aussi la même chose. Et que c'est triste, quoi. C'est très triste. C'est complètement la même chose quand on sait qu'en Israël, il y a 9 millions d'habitants, dont 2 millions d'Arabes. On se dit que finalement, en interne, en Israël, tout se passe bien. Ce qui est beau aussi en Israël, c'est surtout qu'on a les trois grandes religions monothéistes qui vivent ensemble. Et je sais que d'avoir des amis là-bas ou qui vont en vacances, ils disent mais c'est carrément pas du tout ce qu'on nous dit souvent. C'est cool, tout le monde est hyper cool, tout le monde vit bien ensemble, quoi. Donc c'est ça c'est triste. De toute façon, le monde en ce moment est un peu triste. Vous êtes triste, Bruno Sanchez ? Non, moi j'essaie de pas l'être parce que j'ai des enfants et que j'essaie. Déjà, on n'a pas de télé à la maison, donc on n'a pas d'infos, on n'a pas de BFM, il y a rien qui nous pousse à penser à quoi que ce soit. Et puis parce que je vois que mes enfants, on a de la chance d'être dans un pays libre. Où il n'y a aucun vraiment grand problème. Donc, je remercie le ciel de vivre encore en liberté et d'enseigner ça à mes enfants. Puis on est dans la forêt, on a cette chance-là, donc j'essaie de les maintenir loin de ça. Et puis moi aussi, en vrai, parce que on écoute tout ça et puis ça nous met... Puis il y a des images aussi qui circulent qu'on n'a pas envie de voir. Et que parfois on est forcé de voir parce qu'elles circulent sur les feeds des réseaux sociaux et moi je sais que ça m'anéantit pendant des semaines, donc tout ça j'essaie de l'éviter parce qu'on peut rien faire en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, ce que vous êtes en train de faire, c'est beau, c'est bien. Ouais, mais... ce qui nous reste, c'est encore l'art, l'écriture. La culture et puis de nous aimer entre nous, enfin, en tout cas d'essayer. Et moi ça me rassure de voir qu'en France... malgré des positionnements politiques qui commencent, ça c'est un peu partout dans le monde, hein. Il y a beaucoup d'extrêmes qui arrivent au pouvoir et on sent qu'ici ça commence aussi à gratter. Mais on a ces marches incroyables qui nous prouvent qu'on reste quand même assez unis. Il n'y a pas de débordement dans les banlieues, enfin très peu. Et ça montre bien que c'est possible en fait. C'est vrai, ouais. Je vous rejoins. Bah ouais. On va essayer alors de parler de culture ensemble dans un instant. Merci d'être mon invité Bruno Sanchez. Et depuis que vous êtes venu la première fois, on a fait évoluer cette émission où bien sûr on vous découvre pour qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Mais tout d'abord, 3 mots que je vais vous demander à vous pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Pour me décrire moi ? C'est des exercices trop difficiles ça. C'est vrai. Je sais pas, rigolo. Rigolo.
costaud et bouclé. Bouclé? Ce serait pour les cheveux bouclés? Oui, bien sûr. Allez, on va voir si ça colle avec vous tout du long de cette émission. Et alors le début, toujours le début. Bruno Sanchez, la première fois que vous êtes venu, je n'avais pas l'info, maintenant je l'ai. Vous êtes né le 8 septembre 80 à Paris. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi? J'étais un enfant assez... Alors j'étais très paradoxal parce que je pouvais être très rigolo quand il y avait du monde et très réservé et intérieur quand il y avait aussi du monde. Donc ça peut paraître très bizarre ce que je dis, mais je mélangeais entre timidité et beaucoup trop d'énergie. Le côté extraverti et introverti, réservé et bout en train. Quand je voyais que ça faisait rire, je pouvais être plus à l'aise. Mais sinon, j'étais pas du genre à prendre facilement la parole et tout ça, je crois. Mais et puis j'ai grandi, je suis né à Paris 4, et puis après je suis parti vivre au Portugal jusqu'à mes 3 ans. Et puis je suis revenu, et puis ma langue maternelle, c'est vraiment le portugais. Donc je suis revenu ici. Moi, j'ai pas eu ce truc de crèche, donc je suis arrivé tout de suite à l'école maternelle avec une langue que je ne parlais pas. Et puis j'étais collé à ma mère pendant 3 ans, donc ça a été un peu brutal. Je pense que ça a un peu influencé ma scolarité, mais bon. Et puis voilà. Dans quel sens influencer votre scolarité? Je pense que j'ai pas été un très bon élève parce que ça a été dur, cette intégration. Je crois que c'est le regard des autres qui me faisait un peu peur et tout. Puis je j'étais pas fait pour l'école, je crois. Je m'y plaisais pas des masses à être assis derrière. Enfin, en tout cas, la forme de cette scolarité, la forme de cette éducation me convenait pas. C'est incroyable parce que j'ai reçu plusieurs artistes dans cette émission, évidemment, et beaucoup d'entre eux me disent exactement la même chose. Ouais, mais après on dit ça. Après, moi, je sais que j'avais plein de copains qui étaient très à l'aise. J'ai une amie à moi, Marie Denarnaud, qui est comédienne aussi, qui était très à l'aise avec... on en parle souvent. Mais ouais, je sais pas, on avait du mal à rester assis derrière un bureau à écouter quelqu'un. Puis moi, je regardais toujours dehors. Je crois que mais c'est ce que j'ai offert aussi à mes enfants aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans une école où ils sont la plupart du temps dehors, dans la forêt, un peu alternative. Après, je sais pas si c'est la bonne solution non plus, hein, je suis personne pour le dire, mais je crois que parfois on a du mal à voir à quoi aspirent vraiment les enfants. Et c'est vrai qu'on est dans une forme d'éducation assez conventionnelle. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle touche un peu à sa fin, parce qu'on commence à parler de plus en plus de ces méthodes alternatives, Montessori, Steiner, et il y a beaucoup d'écoles qui commencent à s'inspirer de ça aussi. Et c'est génial en même temps. Mais parce que je pense qu'il est essentiel à l'école aussi de parler énormément de culture et de musique, et qu'ils fassent du théâtre, qu'il n'y ait pas que des choses qu'on apprend sur des bouquins, quoi, qu'on mette aussi la matière au contact de l'enfant. Bruno Sanchez, vous allez démarrer une carrière à 9 ans dans des spots publicitaires. Alors, vous nous avez confié que vous avez appris finalement le français sur le tard, à l'école, entre guillemets, à l'école, à partir de quel âge à peu près? 3 ans. 3 ans, c'est ça? Mes parents, ils avaient déjà émigré, ils parlaient déjà français. Pas très bien, mais ils parlaient français. Et on est reparti vivre au Portugal. Mais c'est vrai qu'à la maison, on parlait pas français. Parler le portugais, aujourd'hui, on voit que je ne sais pas si l'école vous a construit ou si vous êtes construit tout seul avec le français, pour le coup. Si, quand même, il y a eu des bonnes choses quand même à l'école aussi. Vous avez rejoint la compagnie de théâtre Les Sales Gosses à Paris très tôt. Vous décrochez vos premiers rôles au cinéma dans Le plus bel âge de Didier Hautepin en 95 ou encore dans Soleil de Roger Hanin en 97, 2 ans plus tard. Inspiré de l'adolescence de Roger Hanin à Alger, à l'heure où on trouve en salle, et c'est un petit clin d'œil, l'enfance d'Alexandre Arcadi avec son film Le Petit Blond de la Casbah. Et je trouvais que c'était bon de le rappeler parce que lui aussi a beaucoup parlé de Roger Hanin, qui l'a fait démarrer aussi. Et vous commencez à faire de la télévision dans des séries policières plus tard sur TF1, Julie Lescaut, Une femme d'honneur, PJ, et d'humour aussi sur M6, Scène de ménage ou encore Caméra Café, Nouvelle Génération. Et puis vous sortez diplômé des cours Florent. C'est là que vous rencontrez votre Catherine, Alex Lutz. C'est bien plus tard que je rencontre Catherine. Parce que quand on sort de Florent, on a fait beaucoup de pièces. On a monté des pièces avec une bande de potes. Et puis, c'est grâce à cette bande de potes, à ces pièces qu'on a montées, quelques années plus tard qu'on rencontre Alex.
Mais non, vous avez raison. En fait, c'est quasiment à la sortie de Florent. Ça doit être 1 an ou 2 ans après. Et j'ai rencontré ma belle Catherine. Votre belle Catherine. Vous vous lancez ensemble dans le théâtre, en parallèle, dans ce laps de temps. Lui en tant que metteur en scène, vous en tant qu'acteur dans plusieurs pièces, André le Magnifique, La Baraque à frites. Puis en 2012, naît ce fameux duo Catherine et Liliane dans l'émission Le Petit Journal, deux commères qui commentaient avec humour l'actualité people. 7 saisons de succès jusqu'en 2019 et un duo qu'on a vu se reformer très exceptionnellement pour les Césars. Pas de retour possible envisagé à la télé ou sur grand écran? Pas impossible non plus. Mais après, pour l'instant, on n'a rien. Vous savez, en fait, on a travaillé 7 ans ensemble c'est pas qu'on a perdu cette amitié, mais on était dans une dynamique un peu qui est devenue un peu pas monotone, mais et c'est vrai que le fait d'avoir arrêté, je crois qu'on en avait aussi un peu besoin chacun. Et aujourd'hui, on se retrouve vraiment en tant qu'amis comme avant et profondément. Et on a envie de retravailler ensemble. On se le dit quasiment tout le temps par message et tout. Et on s'appelle souvent et on se voit souvent. Mais c'est tellement agréable de se retrouver juste en tant que pote. En tant que pote, mais pas seulement. Si je puis me permettre, je vais spolier un petit peu parce que j'ai les infos. Vous serez également à l'affiche du film Un stupéfiant Noël d'Arthur Sanigou le 8 décembre, aux côtés d'Éric Judor et Alex Lutz sur Prime Video. Et je voulais savoir qu'est-ce qui nous attend. De ce film, c'est une très grande comédie. C'est notre petit frère Arthur. Il est en train de grandir fort là en tant que scénariste. Et il est aussi directeur d'écriture de LOL, de l'émission. Et puis il a plein de choses sur le feu là. Et je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point cette comédie elle va faire du bien, à quel point elle est inspirée de tous ces films des années 90 qu'on adorait avec Bill Murray, tous ces trucs d'échange de corps et de toute cette génération-là. Et puis Arthur, il a énormément de talent parce que c'est lui qui réalisait Catherine et Liliane, qui les écrivait aussi avec Tom et Raphaël Sophie. Nous, on a connu Arthur, il avait vraiment 19 ans, il était stagiaire au Petit Journal, il travaillait avec Laurent Bon. Et d'un coup, il a pris la caméra pour nous filmer parce que Benoît qui nous filmait avait plein de choses à faire. Et ça a matché tout de suite avec lui. Et puis, on l'a vu vraiment grandir. Et là, maintenant, c'est un monsieur, quoi. Et du coup, on a tous été dans son film, que ce soit Alex, Tom, moi, et puis d'autres. Il y a quasiment toute la comédie française qui est dans ce film, quoi. Il y a Laura Felpin, il y a énormément de gens. Et ça va être très rigolo. Une comédie qui fait du bien, donc à suivre. Sur Amazon, c'est vraiment bientôt, c'est le 8 décembre sur Prime Video. Donc bien sûr, on sera au rendez-vous. Je vous ferai mon petit débrief tout à fait personnel, Bruno Sanchez. En tout cas, à la télévision depuis 2021 et bientôt, je l'espère, vous êtes à l'affiche de plusieurs séries. Il y a Je te promets à un moment donné, il y a L'école de la vie. Et puis sur TF1, il y a cette série dont on entend le générique HPI. Vous êtes aux côtés de Audrey Fleurot, Mehdi Nebou, Marie Denarnaud, Bérangère Macnise. Alors cette série, elle est fantastique. Je vais vous laisser raconter en un mot brièvement pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. C'est une femme qui a célibataire, qui a 3 enfants de 3 maris différents, qui est HPI, donc haut potentiel intellectuel, et qui aide un commissariat de la PJ à résoudre des enquêtes. À sa manière. À sa manière, c'est le moins de le dire parce qu'elle a un cerveau qui va très vite, elle est HPI. Le pic d'audience, c'est plus de 9 millions de téléspectateurs, 9 300 000. Vous êtes en train de tourner la 4e saison qu'on attend impatiemment, Bruno Sanchez. Est-ce que votre place de Gilles, qu'on a vu évoluer au fur et à mesure de ces 3 saisons, va encore prendre plus de galons? Oui. Moi, je l'espère fortement. Oui, puis en plus, là, je peux rien dire vraiment, mais juste que on a vraiment énormément de plaisir à reprendre tous ensemble. On s'éclate vraiment, là. Depuis mi-août, on y est. Là, on fait une pause jusqu'à janvier pour prendre le bloc 3. Et on s'éclate. Et il faut aussi parler des producteurs qui sont excellents, qui sont incroyables et itinéraires, mais surtout des réals qui sont Mona HH, Djibril Glissant. Qui sont extraordinaires et qui sont libres de réaliser cette série avec tous les moyens qu'Itinéraire leur donne. Et je sais pas, il y a beaucoup d'amour, quoi.
En tout cas, ça se ressent énormément. J'ai cru voir un teaser, je sais pas s'il est bon, s'il est pas bon, où on voit Morgane Alvaro, donc Audrey Fleurot, qui est de nouveau enceinte. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne sais pas. Ah, donc le mystère reste entier, parce qu'on a envie de savoir si c'est de Karadec. J'ai envie de dire plein de choses, mais j'ai pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Ah, je suis dégoûtée, je vous avoue, c'est avec un grand regret, mais j'espère vous titiller en off. En tout cas, la diffusion, est-ce qu'on sait approximativement pour quand elle sera? Ça sera toujours comme à son habitude, en juin. En juin. Ouais, est-ce qu'on tourne jusqu'en mars? On doit respecter les timings, parce que ça en fait, c'est déjà il y a déjà les 2 premiers épisodes qui sont prêts, qui ont été réalisés par Mona Chache, qui a un film, je mets une parenthèse, mais il y a un film, un mocu-fiction avec Marion Cotillard, où elle parle de sa maman, de l'histoire familiale des femmes de sa famille, qui est absolument... J'en parle, je suis même un peu ému, parce que je l'ai vu il y a 2 jours, qui s'appelle Little Blue Girl, qui est incroyable et qu'il faut absolument aller voir. Il est en salle? Il est en salle en ce moment, ouais. Le film s'appelle Little Blue Girl, ouais. Et c'est Marion Cotillard qui joue la mère de Mona, mais c'est un mélange de fiction et de documentaire avec plein d'archives. C'est extraordinaire. À aller voir au cinéma. En attendant, au cinéma, il y a un film en salle qu'on va se faire le plaisir d'aller voir. Gueule noire de Mathieu Turi, en salle depuis mercredi avec Samuel Le Bihan. Parlez-nous un petit peu de ce film très, très film d'horreur, je dois dire. C'est un film de genre déjà. Et on peut saluer ça, parce qu'en France, c'est rare. C'est très rare. Ça commence à venir de plus en plus, parce qu'il y a Le règne animal aussi de Thomas Kaye, qui est un film un peu de genre, qui est absolument extraordinaire. Et puis il y a le film de Mathieu, Mathieu est très inspiré de Lovecraft et tout ça. Et c'est un film de genre comme on a peu l'habitude de voir en France, un vrai film d'horreur qui se passe dans les mines du nord de la France, avec un groupe de mineurs dans les années 50, et puis ils descendent tellement profondément qu'ils vont réveiller quelque chose qu'il fallait jamais réveiller. Eh ben on va écouter la bande-annonce. Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Les mines, c'est difficile, mais vous aurez 18 mois renouvelables de travail. Regardez-le, le petit nouveau. Alors, c'est lui notre arabe? Tu sais comment on nous appelle, nous les mineurs? Non. Les gueules noires. Parce qu'une fois en bas, italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur. C'est du charbon. Mauvaise nouvelle, tu fais descendre un touriste. Il est déjà descendu? À ton avis? Professeur, vous avez atteint les 1000 mètres. J'espère y trouver quoi? Un trésor? Qu'est-ce que c'est, professeur? Selon la légende, une sorte de dieu. Il y a quelque chose de vivant là-dedans. On est tombé sur un truc qui nous dépasse. Ça laisse imaginer ce qui se passe en salle en ce moment. Mathieu Turi, qui est donc le scénariste mais aussi réalisateur du film, a été l'assistant réel sur des grosses productions américaines. Et tout, ouais. Et ouais, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, Au-delà de Clint Eastwood ou encore Sherlock Holmes. Voilà, c'est vraiment des films, pour le coup, qu'on vient de citer, qui sont des films voilà, d'horreur ou d'aventure ou des films. Voilà. Pourquoi vous avez accepté de faire ce film, vous, qui est quand même très éloigné de ce que vous avez l'habitude de faire, Bruno Sanchez? Parce que moi j'aime le cinéma dans son intégralité, et puis moi j'ai grandi avec des films d'action, des films d'horreur. Là c'est pareil, vous voyez, dans le film d'Arthur, parce qu'il sait que je suis physique, alors il m'a fait une scène de combat et moi j'étais aux anges en fait. Moi si je peux toucher à d'autres choses et à mélanger tout ça, je suis au top. Et là Turi vient me voir sur Instagram, me dire je fais un film d'horreur, j'ai 50% déjà, je lui dis mec, je crois que je vais y aller, mais vas-y, on se rencontre. C'est dans ce film-là que vous jouez le rôle de Santini, ouais. un mineur italien qui, bon, je vais pas le dire à l'antenne parce que c'est un gros mot, mais en tout cas, quand on vous entend les premiers mots, c'est un gros mot que vous dites en italien, qui croit aux esprits. Et donc forcément, je me suis demandé si ce rôle, il y avait un côté un peu réalité.
Et il serait possible que non, mais de fait, et c'est le hasard en fait, parce que Mathieu l'avait déjà écrit avant, on se connaissait pas. Mais oui, moi je suis très ouvert au paranormal, donc c'est aussi pour ça que je suis allé faire le film. Mais je suis très ouvert aux anciennes civilisations, aux esprits. Moi je suis assez ouvert à tout en fait, hein, en vrai. Pour moi rien n'est impossible, tant que voilà. Et vous avez raison, dans ce film-là, enfin moi c'est mon avis personnel, mais dans ce film-là, il est question justement d'une nouvelle civilisation. On est clairement sur une histoire qui est imaginée, inventée. C'est une trilogie. Avant cela, il y a eu Hostile et Méandre de Mathieu Turi, qui est très suivi par les spécialistes du cinéma. Ouais. J'ai pu voir des gens sur les réseaux qui disaient on attendait avec impatience cette suite. Et il dit que c'est une trilogie centrée autour du survival. Mais moi, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le survival, sur le survivalisme, je pense, de survivre à ce qui nous arrive dans cette mine en lieu clos, où on n'a pas d'issue, en fait. Et oui, c'est le thème principal. C'est vrai que quand on regarde le film, on ne peut pas s'empêcher de se mettre à votre place. Il y a la claustrophobie qui est à fond. Et j'ai même envie de dire que vous l'avez vécu parce que vous avez tourné ce film dans une vraie mine. Ouais, dans une champignonnière, dans la ville de Van Gogh. Valers-Arenberg. C'est le nom c'est ce site minier dans lequel vous avez tourné dans des conditions assez folles dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette mine est classée monument historique depuis 92 et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO de la même année. Est-ce que c'était pas trop dur? C'était dur parce qu'on a tourné là, mais ensuite on est allé tourner dans le 95 dans la ville de Van Gogh, où il y a une incroyable champignonnière, enfin une galerie comme ça de 6 km, dans l'humidité la plus totale, dans le noir le plus profond. Et là, on a eu, on a dégusté un peu, ouais. On a bien dégusté. La moitié de l'équipe a fini avec des problèmes aux poumons, a toussé dans tous les sens. Il y en a qui n'étaient plus là à la fin. C'était assez costaud. Dans des vraies conditions de tournage, donc comme si vous travailliez vraiment dans une mine. À vos côtés, il y a Jean-Hugues Anglade, Samuel Le Bihan, Philippe Torreton, qui a aussi été très courageux ces derniers jours, je me permets de le dire. 7 personnages très différents, d'origines différentes, avec une seule religion, la mine. Il faut venir voir ce film au cinéma. C'est puissant, Gueule noire avec vous, Bruno Sanchez, à l'affiche de ce film en salle. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs Hélène Kutner et Alban Bartoli, mais tout de suite c'est le rappel des titres. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour à tous. Au 46e jour de guerre en Israël, les négociations pour la libération d'une 50aine d'otages retenus dans la bande de Gaza sont dans leur phase finale. Selon le Qatar, principal médiateur dans ce dossier, Tsahal annonce avoir achevé l'encerclement de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne qui rapporte avoir frappé 250 cibles terroristes dans le territoire palestinien au cours de ces dernières 24 heures. Berlin appelle les musulmans d'Allemagne à condamner les attaques du Hamas peu après la perquisition des domiciles de 17 personnes accusées de discours de haine antisémite. Le congrès annuel des maires de France se tient cette semaine à Paris avec pour thème principal Commune attaquée, République menacée. Un thème qui résonne avec la série d'agressions qui ont marqué cette année 2023. Le président de la République Emmanuel Macron doit recevoir 1000 maires à l'Elysée pour parler de ces violences demain soir. La députée Sandrine Josso, qui accuse le sénateur Joël Guerriau de l'avoir drogué, a témoigné pour la première fois hier soir. J'ai cru mourir, a-t-elle raconté. Selon son avocate, l'élu se remet progressivement physiquement. Enfin, l'UFC Que Choisir dépose un recours devant le Conseil d'État pour dénoncer l'inaction du gouvernement face aux déserts médicaux et aux inégalités croissantes d'accès aux soins. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on revient avec nos chroniqueurs et mon invité Bruno Sanchez sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J.
Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous dans Réfoy avec les Rafales Père et Fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. En ces jours si difficiles, Actualité Juive se tient plus que jamais au cœur de l'actualité. Soutenez-nous, abonnez-vous, www.actualitéjuive.com ou 01 88 61 45 55. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi aujourd'hui avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Bruno Sanchez à l'affiche du film d'horreur Gueule Noire en salle avec une mine, un monstre. On l'a pas dit tout à l'heure quand même, mais il faut en parler de ce monstre. Il y a un petit toutou, oui. Un petit toutou. On dira pas plus parce qu'après on va tout dire. Donc on garde ce mystère pour le découvrir en salle. Dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture que vous aimez, mais aussi qui pourrait vous plaire. Bruno Sanchez et tout de suite Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle. Bonjour Bruno Bonjour. Sanchez, bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous. Alors cher Bruno, vous voilà remonté de la mine après ce terrible moment d'angoisse et la rencontre avec cette horrible créature assoiffée de sang que l'on peut voir dans Gueule Noire, le film de Mathieu Turi. Vous êtes bien vivant et j'en suis très heureuse. Alors maintenant que vous êtes bien vivant, j'avais envie de vous amener au théâtre pour aller voir une pièce d'Eugène Labiche qui s'appelle Un chapeau de paille d'Italie et qui plonge son héros qui s'appelle Fadinard dans un très long moment d'angoisse, lui aussi, mais qu'il est bien seul à ressentir au milieu d'une foule ignorante totale de son malheur. C'est un petit peu ce qui se passe dans votre film, mais on ne dira rien de plus, évidemment. C'est peut-être du Labiche. Alors c'est la plus... non, c'est du Turi. Turi Labiche, Labiche Turi. Mauvaise lise. C'est la plus célèbre des comédies de Labiche et comme toujours dans son théâtre et dans Suite Feydeau, parce que je pense que vous le connaissez, le rire est toujours mêlé à l'angoisse des personnages et à la folie de leur acte. Et les personnages sont comme dépassés, c'est un peu votre style, dépassés par ce qu'ils entreprennent et c'est ça qui est drôle. Alors justement, quelle est l'histoire de ce fameux chapeau de paille d'Italie ? Alors Cyrielle, imaginez, nous sommes au 19e siècle, c'est pas la mine mais presque, nous sommes au 19e siècle à Paris dans les quartiers bourgeois et un guéluron coureur de jupons appelé Fadinard doit se marier le jour même. Il est rentier, il doit épouser la fille d'un pépiniériste de banlieue qui a de l'argent, mais en traversant le bois de Boulogne avec son cabriolet, donc c'est une voiture à cheval, pour se rendre à son mariage, son cheval, il grignote avec appétit un chapeau de paille qui trône sur un buisson. On ne sait pas, les chevaux aiment les chapeaux. Et jusque-là, donc, il n'y a pas de tragédie, si ce n'est que le chapeau de paille d'Italie appartient à une jeune femme mariée, bien sûr, qui s'appelle Anaïs de Beaupertuis, qui trompait allègrement son mari avec un lieutenant et que cette dernière ne peut regagner le domicile conjugal sans le fameux chapeau qu'elle avait en tête en quittant son mari. Qu'elle avait sur la tête. Et qu'elle avait sur la tête, excusez-moi, mais lui l'a en tête ce chapeau et le lieutenant donc poursuit ce pauvre Fadinard avec un revolver, il le menace de mort s'il ne parvient pas à remplacer ce chapeau qui vient d'Italie. Alors vous imaginez notre héros, il est en habit de mariée, en frac, en sueur, pétri d'angoisse, obligé de quitter la mairie alors que l'attend une noce avec 50 personnes, de courir tout Paris pour retrouver son chapeau identique et qu'il finira par avoir à la fin de cette infernale journée grâce à un vieil oncle
très sourd. Et donc c'est le comédien Vincent de Dienne qui incarne le héros dans cette course folle, et ça on l'apprend. Exactement, Vincent de Dienne, il est formidable, enfiancé, suspendu par ce chapeau, par ce mariage auquel il ne peut se soumettre, comme si, en fait, dans toute la pièce, il cherchait inconsciemment à fuir cette noce. Il est fébrile, étourdi, vif comme un chat. Il traverse plusieurs fois le plateau en courant de la mairie à l'atelier d'une modiste, qui est en même temps son ancienne maîtresse, évidemment, chez une marquise qui le prend pour un chanteur italien alors qu'il pense y trouver le fameux chapeau. Bref, le comédien ne tient pas en place, il affronte toutes les situations les plus cocasses, les quiproquos les plus fous pour échapper à la menace fatale de l'amant menacé. Ça doit être très intéressant de voir le comédien Vincent de Dienne dans une pièce de théâtre pour le connaître en tant qu'humoriste seulement. Je pense que c'est sympa et plutôt bien de pouvoir le découvrir de cette manière-là. Il y a même dans le spectacle un groupe de rock français, Feu Chatterton, dont on avait parlé Alban la dernière fois ensemble. Ouais. Ben voilà, Feu Chatterton, ils sont dans les loges et Alain Françon, le metteur en scène, a proposé à ce groupe d'accompagner la pièce, c'est-à-dire qu'à chaque changement d'acte, il rythme la musique, il rythme le texte avec de la musique, il chante en groupe. Les comédiens aussi chantent le texte sur des musiques de Feu Chatterton, ça se passe très bien. C'est inédit, ça, totalement. C'est complètement inédit. Chez la Biche, il y a beaucoup de musique et il y a de beaucoup chant. et de chœurs. Et là, ils sont perchés dans les loges. Les comédiens chantent, les musiciens, les chanteurs. Et nous, on est en dessous, en fait. Et c'est un mélange de modernité de vaudeville qui renvoie vraiment la pièce justement à cette folie dont je vous parlais tout à l'heure et qui l'a fait glisser vers l'absurde. Parce qu'en fait, le spectateur, et c'est ça qui est formidable dans La Biche, dans Feydeau, dans ce genre de grandes pièces, c'est qu'en fait, il navigue en permanence de la comédie légère au cauchemar le plus glauque, avec donc, et les décors, les costumes, les lumières, elles passent aussi progressivement du blanc éclatant au tout début, puis au gris, puis au noir, dans un univers, dans la deuxième partie, où c'est vraiment très noir. Alors, ils sont 21 comédiens sur scène, sur l'énorme scène du théâtre de la Porte Saint-Martin, 21 comédiens, et ils sont éblouissants de talent. Vincent de Dienne, on l'a dit, c'est un super comédien, parce qu'au départ, il est comédien, il est drôle, il est terriblement angoissé, il n'arrête pas. Il y a Anne Benoît, qui est une comédienne formidable, une grande comédienne que j'adore, qui est travestie dans le rôle du père Ronchon de la mariée. Elle est incroyable. Et Suzanne Debec, qui joue une fiancée fébrile, la fille des Nonancourt, fébrile, hallucinée. On rit, on sourit, on palpite, on savoure le rythme, la saveur de ce texte vif, efficace, de ces situations jouées à la perfection et incarnées par de tels acteurs. C'est une vraie réussite que l'on peut découvrir en famille et pour tous les publics. Et si jamais, parce que vous sembliez intéressé, quand est-ce qu'on vous voit au théâtre sur une scène? C'est une bonne question. Bah, je sais pas, bientôt peut-être. Ah, ce serait bien, parce que je suis sûre que vous seriez super. Bah, j'adorerais, mais après, en fait, pour vous dire la vérité, ce qu'on m'a proposé, je trouvais ça bien, mais pas assez fort, parce que le théâtre, c'est quand même, enfin voilà, c'est de l'investissement. Même pour la famille, puisque on joue tous les soirs. Moi, j'ai des enfants qui sont encore pas petits, mais ils ont 6 et 10 ans. Et j'ai envie de pouvoir les voir. Et si je vais au théâtre, c'est vraiment pour aller défendre un truc, soit parce que la pièce, un Feydeau, j'adorerais, par exemple. Et n'importe lequel, d'ailleurs, parce qu'ils sont tous, La Biche aussi. Mais il faut vraiment qu'il y ait un investissement total, quoi. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est les week-ends, c'est tous les jours de la semaine, c'est du sport, hein. C'est du sportif de haut niveau, hein. Enfin, puis surtout de la comédie comme celle-ci, il faut avoir une très bonne condition physique. Exactement. Et Vincent, il est extraordinaire, Vincent. Bon, on adorerait vous voir en tout cas. Un chapeau de paille d'Italie est à retrouver au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Avec grand plaisir. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Alban Bartoli. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Alban. Bonjour Cyrielle, bonjour Hélène, bonjour Bruno, merci pour les petits compliments hors antenne. Sur Instagram, vous pouvez l'écouter, il chante très très bien. C'est gentil, merci beaucoup. Comme chaque semaine, je vous parle de culture, du coup, musique justement, cinéma et littérature. Et je vais tenter de mettre un peu de lumière sur les œuvres qui vous parlent, Bruno Sanchez. On commence tout de suite en musique avec un artiste anglais de 35 ans, il s'appelle James Blake, il est auteur, compositeur, interprète et joue d'à peu près tous les instruments. Bah oui, vous l'adorez puisque c'est vous qui nous l'avez conseillé.
Si son nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose chez nous, James Blake n'en est pourtant pas à son coup d'essai puisque tout au long de sa carrière, il a collaboré en production musicale pour des artistes qui doivent vaguement vous dire quelque chose, comme Beyoncé et Jay-Z, je sais pas si ça vous parle. Kendrick Lamar, Rosalia ou encore Travis Scott. Une cheminée bien décorée par ses nombreuses récompenses, notamment un Grammy Awards qu'il a enfin remporté après avoir été nommé 7 fois. Une ténacité et un talent qui lui vaut pas moins de 10 millions d'écoutes par mois sur les plateformes, notamment la vôtre, Bruno. Et vous nous avez confié aimer tout particulièrement le morceau Lullaby for My Insomniac. On en écoute un extrait. Sleep happens to you. It's not a fake. Lullaby for My Insomniac est sorti en 2019. Le titre est extrait de l'album Assume Forme. On est sur des sonorités planantes et un texte qui a pour particularité de ne tenir qu'en à peine une petite dizaine de phrases. Et voilà ce que ça dit, je cite: « Le sommeil vient à toi, ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas. Dans tous les cas, il arrive un moment où tu t'endors. Tu lâcheras prise et tu oublieras qui tu es. Si tu n'y arrives pas, je resterai éveillé, je resterai à tes côtés. Je préférerais voir comme un aveugle demain pourvu que tu t'endormes. » Tout simplement, il s'agit là d'une chanson d'amour pour un partenaire qui a du mal à dormir, lui rappelant que quoi qu'il arrive, il finira par trouver le repos dont il a besoin. Le morceau a d'ailleurs été classé dans le top 10 des chansons les plus efficaces pour vous aider à trouver le sommeil. Mais c'est vrai en plus, c'est un vrai classement. C'est génial. Alors j'ai une question qui me taraude depuis que j'ai découvert ce morceau grâce à vous. Est-ce que le pouvoir de cette chanson marche aussi sur vos propres insomnies, si insomnie il y a, Bruno? Moi je suis pas insomniaque, j'ai cette chance. Mais je sais que ça m'ouvre un peu l'esprit, ça me détend vachement. Ouais. Ça vous aide à créer? Il a des albums où c'est vraiment que de la composition. Ouais. Ça pourrait être ce mec qui pourrait composer du classique facilement et je pense que il vient de là aussi. Mais il a un univers qui est absolument extraordinaire. Mais c'est comme le compositeur de la série Euphoria, je sais pas si vous connaissez, et dont j'ai oublié le nom, mais ils ont un peu ce style un peu, et je pense que lui a inspiré ce mec. D'accord. Parce qu'il est plus jeune. Et ouais, c'est très... c'est très planant. C'est très onirique, quoi. Ouais. Et j'aime beaucoup ça. Mais en tout cas, au niveau sommeil, tout se passe bien. Non, ouais, ça va. Hein. On n'aura pas d'infos là-dessus, en tout cas, pas de scoop. Du côté de votre bibliothèque, Bruno Sanchez, on va tout d'abord partir vers le Japon avec un livre que vous avez beaucoup aimé et qui est avec vous aujourd'hui d'ailleurs. Effectivement, on va parler de Pierre et le sabre de Eiji Yoshikawa. Il s'agit du premier tome du roman japonais Musashi, je sais pas, peut-être que vous êtes plus calé que moi. Paru en 1935, mais ce n'est qu'en 1983 que le livre sera traduit en français. C'est un roman historique qui relate de manière très romancé la vie du samouraï Miyamoto Musashi, connu essentiellement pour être un escrimeur d'exception. Le personnage principal que l'on rencontre tout d'abord sous le nom de Takezo, parcourt une série d'épreuves initiatiques sur son chemin vers la voie du sabre. C'est ça. Originaire du village de Miyamoto, il parcourt le Japon et à 16 ans, il participe dans le camp des vaincus à la bataille de Sekigahara. Il y a beaucoup de mots compliqués dans cette chronique. En 1600. Ses pas le conduisent ensuite au château de Himeji. Je suis sûr que nos auditeurs retiennent tout ce que je dis. Où il parfait son éducation pendant 3 ans, notamment à travers la lecture de l'art de la guerre de Sun Tzu, ou Sun Tzu, pardon. Attends, voilà. il y en a encore un. Voilà. Il prend le nom de Miyamoto Musashi. Il part ensuite pour un long voyage à travers le Japon. Il passe par Kyoto, Nara, Osaka, entre autres, à la rencontre des plus célèbres maîtres pour améliorer sa technique au combat. Le roman a donné lieu à différentes adaptations pour la télévision, le cinéma et la bande dessinée, notamment avec Vagabond, un manga de, attention, Takehiko Inoue. Takehiko. Oui, Takehiko Inoue. Bah, bravo, vous avez fait japonais seconde langue, Cyril ? On essaye, je suis avec vous. Bon, je ne vais pas vous cacher que le livre est impressionnant car il ne compte pas moins de 857 pages et notez bien qu'il ne s'agit là que du premier tome de la saga, donc accrochez-vous. Commencer cette lecture est un défi appréciable pour quiconque a un intérêt pour le Japon médiéval et les samouraïs et je crois bien que c'est votre cas. Mais c'est surtout que Musashi, il a écrit un bouquin hyper important qui s'appelle le traité des 5 roues, qui est un traité sur une discipline de vie qui est assez, même très intéressant. Mais comme Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est très intéressant même pour ce qu'on vit dans le quotidien socialement. Non, mais c'est des civilisations qui sont passionnantes. Très passionnantes. D'ailleurs, j'y vais l'année prochaine et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte.
On va parler salles obscures. Absolument. Côté cinéma, vous avez voulu mettre en lumière le film Le règne animal, je vous ai entendu le mentionner tout à l'heure, de Thomas Caillet, sorti cette année. C'est un film qui se situe entre le drame, l'aventure et le fantastique. L'intrigue est située dans une France à la fois très proche et très lointaine, où apparaissent des mutants, des humains transformés en animaux, parmi lesquels Lana, la femme de François. Alors François, c'est le père d'Émile, un garçon de 16 ans. Et dans la scène d'ouverture, vraiment saisissante, le père et son fils sont coincés dans un embouteillage sur le périph' quand soudain, un homme monstrueux avec des ailes de rapace sort d'une ambulance. On retrouve ensuite le père et le fils dans le sud-ouest de la France, où François va tenter de retrouver sa femme Lana, réfugiée dans la forêt des Landes. En voyant le budget et l'ambition du film, on pourrait croire à un film américain, on en a parlé tout à l'heure, et pourtant on voit bien ici que les Français sont aussi capables de faire dans le spectaculaire. Au casting, on retrouve Romain Duris qui joue le père, Paul Kircher qui joue le fils et l'excellente Adèle Exarchopoulos dans le rôle de l'enquêtrice. Le règne animal fait partie des 5 films présélectionnés pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film international en 2024. On lui souhaite donc bonne chance. C'est 128 minutes de cinéma français spectaculaire et c'est en salle depuis le 4 octobre. Et vous pensez qu'on a de l'avenir dans les films d'horreur et de spectacles? Sûr, mais ça serait... On a des réals qui sont déjà partis aux États-Unis tourner des films de super-héros. Je pense à Louis Leterrier qui avait fait Hulk avec Edward Norton. On a plein de réals qui nous sont arrachés par les Américains. On va dire mais pourquoi on laisse faire? Mais là, c'est génial d'avoir des producteurs qui croient en ce film parce que Thomas Caillet, il avait fait Les Combattants il y a 4-5 ans. Et s'il a mis autant de temps, c'est qu'il a insisté avec ce film et qu'il a dû essuyer beaucoup de refus. Enfin, je pense, j'en sais rien, mais c'est ce que j'imagine. Et qu'il y a eu des mecs qui sont là et qui sont venus, bah ouais, vas-y, on y va. Quitte à perdre de l'argent, hein, parce que c'est un risque. C'est un défi, ouais. C'est un vrai défi, mais ils y croient et on a des excellents réals. Enfin, Le règne animal, c'est un film extraordinaire qui parle en plus d'écologie, qui parle de comment on traite notre monde et qui te dit que ça peut pas arriver, j'en sais rien, tu vois. Quand on voit qu'il y a plein d'animaux qui commencent à muter, quand on voit qu'au Brésil, on a vu une espèce de chien et de renard, alors qu'avant jamais ça aurait pu arriver. Et des scientifiques disent que c'est inquiétant parce que ces mutations vont engendrer des pandémies et tout ça. Et on ne sait pas, peut-être. Oui, vous nous faites légèrement peur quand même. Non, mais c'est intéressant parce que ça fait vraiment écho avec une émission que j'ai faite il y a quelques semaines avec Bernard Werber qui a écrit un livre qui s'appelle Le temps des chimères et je pense que ça colle assez bien avec ce qu'on vient d'entendre et ce que vous venez de nous dire parce que on voit que lui, en tout cas, il a décidé de créer une nouvelle civilisation, un mélange entre les animaux et les hommes. Et donc, en effet, quand on voit que les animaux mutent, que les maladies mutent, on se demande qu'est-ce qui nous attend. Nous, on va évoluer. De toute façon, avec cette crise climatique, on va évoluer, on va muter et on va s'adapter parce que l'homme s'est toujours adapté. Et ce que nous disait Bernard Werber, qui est à la fois inquiétant pour certains et peut-être rassurant pour d'autres, c'est que des essais sont déjà en cours aux États-Unis. Mais en Chine aussi, il y a plein d'essais qui sont en cours et qui nous dépassent. Mais au-delà de ça, ce film, il est beau aussi parce qu'il parle de la relation du père-fils et à quel moment un parent il décide de laisser son fils partir ou son enfant. Et c'est ça qui est très très beau dans ce film. Et Paul Kircher, il est extraordinaire et je pense que ce môme, il a un avenir fou, mais même au niveau international. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Duris aussi sincère, aussi beau, aussi touchant, aussi simple. Enfin, vraiment bravo à Caillet, quoi. Le règne animal de Thomas Caillet, sorti cette année. Merci beaucoup Alban Bartoli. Merci Cyrielle. Pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça avec vous. Maintenant, si vous le voulez bien, Bruno Sanchez avec 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître. La première est celle-ci. Bruno Sanchez, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, vous changeriez quoi? C'est dur. Je changerais rien, je pense. Parce que même si il y a eu de l'amour et des tristesses, c'est ce qui a façonné qui je suis aujourd'hui et ce que j'écris aujourd'hui, je peux pas l'effacer, c'est trop beau. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie? De rester toujours un peu cet enfant. Quel a été alors le plus bel âge de votre vie et pourquoi?
Ah, maintenant, je pense. Parce que je vois... Parce que j'ai mes enfants. Y a-t-il eu une grande erreur dans votre vie, Bruno Sanchez? Et si oui? Ouais, le mensonge, à une période de ma vie, ouais. Le vôtre? Le mensonge pour vouloir rassurer les gens, et en fait, avec l'expérience aujourd'hui, on se dit que communiquer, c'est quand même mieux, même s'il y a des engueulades, ça fait du bien. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas? Et peut-être par peur d'être jugé ou pas? D'être moi vraiment, parce que je crois que c'est le travail d'une vie, hein, d'être soi vraiment. Je sais pas si c'est Bruce Lee qui disait ça. Il disait d'être vraiment honnête avec qui on est vraiment. Enfin, c'est dur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le sont. Quelle est la chose que vous avez faite cette année et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie? Waouh. Ça, j'ai aucune idée. Ce tournage d'HPI, je m'en souviendrai toute ma vie, de toute façon. Pour une raison précise? Parce que c'est un truc qui nous dépasse, parce que on espère que ça va être aussi bien que les 3 années précédentes, parce qu'on s'éclate et que ça aura une fin. Comme Catherine et Liliane, c'est un truc que je m'en souviendrai toute ma vie. Si je vous parle d'amour, Bruno Sanchez, c'est dans votre cœur quelque chose de souffrant ou de vivant? C'est un mélange des deux, mais c'est ce qui fait que c'est puissant, surtout. Si vous pouviez changer sur votre corps une chose, ou bien changer une autre chose sur votre personnalité, ce serait quoi? En fait, mon corps, souvent, je me suis dit, oh là là, on m'a souvent dit, t'es petit, et ça on le dit toujours, mais en fait, mon corps, il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie et je l'en remercie. Je suis très reconnaissant de mon corps, je suis très fier Je suis très content d'être en bonne santé, déjà, d'avoir aucun problème. Et il est assez surprenant, ce corps, mine de rien. Si vous étiez président de la République, Bruno Sanchez. Non, déjà, je ne le serais pas. Si. Une mesure, une seule. La première, laquelle? Revoir tous les principes d'égalité, de liberté, de fraternité, hein, et de les appliquer pleinement. En tout cas, j'essaierai d'être le plus honnête possible et de ne pas rassurer les gens en leur racontant des trucs. Pour terminer. Je parle de ce glyphosate, M. Macron, par exemple. Bref. Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, Bruno Sanchez? Que j'ai existé. Merci, Bruno. On retrouve cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On va écouter Thomas Dibdal, parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. J'ai choisi Cécilia. Je ne sais pas si c'est votre préféré. Elles sont toutes bien. Elles sont toutes bien. C'est un artiste que vous aimez beaucoup, auteur, compositeur, interprète norvégien. On va écouter ce titre-là, Cécilia, donc, qui est issu de son album Stray Dogs, sorti il y a 20 ans déjà, et que vous avez redécouvert. On découvre et puis on revient dans un instant dans cette émission sur Radio J.
Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. royalsignature.fr. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien. Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu CERFA en retour. Magen David Adom, association au service de la vie. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires, plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belech. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Au 46e jour de guerre contre le Hamas, le gouvernement israélien va se réunir dans la soirée à 8h, heure israélienne, au regard des développements concernant la libération des otages. Un accord serait sur le point d'aboutir d'après le Qatar, principal médiateur dans ces négociations. Deux sources proches du dossier ont précisé à l'AFP que les pourparlers portaient sur un accord de libération d'une 50aine de personnes contre la libération de 300 prisonniers palestiniens. Un accord qui comprendrait par ailleurs une trêve humanitaire de 5 jours renouvelable. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou s'est exprimé sur le sujet en début d'après-midi. On l'écoute. Nous avançons. Je ne pense pas qu'il faille en dire trop pour le moment, mais j'espère qu'il y aura de bonnes nouvelles bientôt. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou en début d'après-midi. C'est dans ce contexte que le ministre des Armées Sébastien Lecornu a commenté l'hypothétique libération imminente d'otages français à Gaza. Il affiche de l'optimisme mais invite à la prudence. 8 personnes disparues otages au moment où je vous parle parmi nos concitoyens. Et évidemment, ces annonces, ces déclarations nourrissent beaucoup d'espoir. Et de fait, je vous confirme donc qu'il y a beaucoup d'espérance, y compris à Paris, y compris au sein des chancelleries, au sein des services de renseignement, de voir aboutir évidemment cette libération d'otages. Néanmoins, j'invite à la prudence, déjà parce que on a déjà eu des déceptions depuis maintenant plus de 40 jours, que la situation de communication entre les différents négociateurs et la bande de Gaza sont parfois particulièrement difficiles sur le terrain tout simplement technique. Le Hamas reste un groupe terroriste, donc évidemment tout repose sur sa parole, tout repose aussi sur les différents engagements israéliens, donc la situation elle reste particulièrement fragile, mais oui. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées français en début d'après-midi au micro de BFM TV. Les opérations de l'armée israélienne se poursuivent dans la bande de Gaza. Tsahal annonce avoir achevé l'encerclement de Jabalia dans le nord du territoire palestinien. Les forces israéliennes se déploient également dans le sud autour de Khan Younes où se trouvent la plupart des hauts dirigeants du Hamas et où serait retenue la majeure partie des otages. Côté front nord, alors que les échanges de tirs se sont intensifiés à la frontière libanaise, le ministre du cabinet de guerre Benny Gantz a conseillé à Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, de ne pas transformer le sud du Liban en nord de la bande de Gaza. Des propos rapportés par les médias israéliens suite à une rencontre avec plusieurs chefs militaires sur le plateau du Golan cet après-midi.
En France, la députée Sandrine Josso veut sensibiliser au fléau de la soumission chimique. Elle accuse le sénateur Joël Guerriau de l'avoir drogué à son insu dans la nuit de vendredi à samedi pour l'agresser sexuellement. Joël Guerriau a été mis en examen. Face au fléau de la soumission chimique, on ne peut plus détourner le regard, a déclaré la députée de Loire-Atlantique. Selon son avocate, Sandrine Josso se remet petit à petit de cette agression traumatisante. On l'écoute. Sandrine Josso se remet doucement physiquement d'abord, puisque les effets de cette drogue, on parle de MDMA, c'est de l'ecstasy en poudre en réalité. Les effets de cette drogue se sont perpétués quelque temps. Psychologiquement, elle accuse vraiment le coup. Moi, je pense, je suis pas médecin, mais qu'elle est vraiment en état de choc post-traumatique. Et je crois qu'elle a beaucoup d'interrogations sur l'avenir. Comment est-ce qu'elle va gérer cet état d'angoisse et d'anxiété qui lui est très étranger. C'était Julia Minkowski, l'avocate de la députée Sandrine Josso, ce matin au micro de nos confrères de RTL. Le congrès annuel des maires de France se tient cette semaine à Paris. Commune attaquée, République menacée, c'est le thème du 105e congrès de l'AMF, un thème qui résonne avec la série d'agressions qui ont marqué cette année 2023, de l'incendie criminel au domicile du maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique à l'attaque à la voiture bélier qui a visé celui de son collègue de l'Aille-les-Roses. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus devraient augmenter de 15% en 2023 après une hausse de 32% l'an dernier. Enfin, un peu de sport pour terminer ce journal avec l'ultime rendez-vous de l'année pour l'équipe de France. Après le carton historique face à Gibraltar 14-0 samedi à Nice, les Bleus bouclent les qualifications de l'Euro 2024 ce soir face à la Grèce. Un match qui doit se dérouler à Athènes à 20h45. 400 supporters de l'équipe de France sont attendus à l'Opap Arena pour assister à ce match. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Bruno Sanchez et mon coup de cœur Jules Teinturier après la pause sur Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue avec notre invité Bruno Sanchez à l'affiche du film d'horreur Gueule Noire en salle de Mathieu Turi. Tout de suite, on va découvrir un coup de cœur ensemble. Bruno Sanchez, c'est Jules Teinturier sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Jules Teinturier. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. On va découvrir Déterrer l'or, ce titre issu de votre premier album qui s'intitule Déterrer l'or également. Je crois savoir. Exactement. On découvre et puis on revient dans un instant. Quand là doucement je me détériore, serais-je assez fort? Seras-tu assez forte pour déterrer le bon?
la forêt de cristaux cachés au cœur de nous trois. Pour faire éclore la lumière encore sous le papier de chair de tes deux paupières, pour déterrer l'or logé au creux de nos corps, effleurer le biais de nos yeux opaques. Noir est-il possible de voyager toujours parmi les contresens de notre vieil amour? Là doucement, une immense vie a jailli dans le ventre de nos nuits. Pour faire éclore la lumière encore sous le papier de chair de tes deux paupières, pour déterrer l'or logé au creux de nos corps, effleurer le biais de nos yeux opaques. Et on découvre ce titre d'Éther l'or en direct avec vous, Jules Teinturier. On se disait, enfin je vous regardais de façon tout à fait honnête, je vous disais je m'attendais à voir un vieux monsieur, on va dire ça comme ça, et vous m'avez répondu, c'est vrai qu'on a souvent tendance à me dire une vieille âme, et c'était tellement mieux dit, c'est vrai. C'est vrai, on sent cette voix qui vient des tripes, une voix, je dirais même hors norme, avec des sonorités rock et des textes très poétiques en même temps. Bah, c'est gentil. C'est avec plaisir de vous le dire. En tout cas, je sais que à côté de vous, il y a Bruno Sanchez qui dit ah, c'est fort, mec, c'est fort. C'est pour ça que j'étais en train de chercher sur Apple Music. Jules Teinturier. Normalement, on a réglé le problème de distribution sur Apple Music. Donc, et ben voilà, donc ça au moins c'est réglé. On est en train donc de découvrir ce titre d'Éther l'or qui fait partie de votre premier EP. Je crois savoir, mais premier EP en solo, mais pas en groupe. Parce qu'avant cela, en 2020, il y a eu un EP avec un groupe que vous avez monté avec des copains du cours Florent Musique, c'est cela ? Ouais, exactement. À ce moment-là, on avait donné un nom à notre formation qui s'appelait Souvenir. Et du coup, j'avais plusieurs chansons que j'avais écrites chez moi, composées au piano. Et du coup, on a fait ça ensemble. C'était très important pour moi de créer une famille autour de cette musique. Mais c'était des textes à vous, je crois. Oui, des textes et des chansons. La chanson était entièrement à moi, mais c'est sûr que j'avais envie de les partager et surtout il me permettait de les faire vivre musicalement sur scène beaucoup plus puissamment encore parce que moi je suis un musicien instrumentiste assez médiocre, j'écris tout chez moi, mais les amener sur scène, c'est important pour moi de me détacher de l'instrument et de pouvoir m'exprimer, de pouvoir me déplacer, de pouvoir partager toutes les émotions qui me traversent à ce moment-là. Vous étiez en concert à la Boule Noire. Il y a quelques jours, c'était le 12 novembre. Aujourd'hui, j'imagine que des prochaines dates vont arriver dans les prochaines semaines, les prochains jours, et on viendra découvrir sur vos réseaux sociaux, sur Jules Teinturier, les prochaines dates à venir. On va découvrir ensemble un autre titre de votre EP qui s'intitule Le chant des oiseaux bleus. Creuser le bois sous ta chair de glucose, toucher du doigt nos 1000 overdoses, forger mes lèvres
nos mains, les ensevelir de sable, faire craquer le marbre dans nos cœurs instables, et puis enduire nos yeux d'huile d'aneth, y mettre le feu, faire l'effort de renaître, échouer à l'autre bout du ciel. Jules Teinturier, vous nous disiez que cette chanson, vous la chantez tout le temps en ouverture de concerts sur scène. Celle-là, hein Ouais. Alors, il y a eu malentendu. C'est pas celle-là. Non, celle-là, c'est la plus récente, justement. C'est la chanson que j'ai écrite qui est au cœur de cette EP, qui en fait, c'est né de ma rencontre avec mon piano qui vient de ma voisine décédée au 3e étage. Bon, c'est un peu spécial. Non, ça, on veut savoir. Alors, c'est pas anecdotique. Pas anecdotique. En fait, du coup, ma voisine est morte malheureusement. Et la concierge savait que je faisais de la musique et du coup a contacté ses héritiers pour en discuter avec moi parce qu'ils cherchaient un nouveau propriétaire pour ce piano. Et du coup, on s'est vu 3-4 fois, on a discuté. Ils m'ont raconté l'histoire de ce piano. Et en fait, c'était le piano en tout cas de quelqu'un qui fait partie de la famille d'Henri Salvador, qui s'appelle André Salvador, et qui était musicien aussi et champion de France de tir à l'arc. Enfin, quelqu'un qui était Non, mais c'est merveilleux. voilà, et c'était assez spécial. Et du coup, ce piano, est arrivé chez moi avec tous les amis. On est venus à 8, on l'a porté sur 2 étages pour l'amener chez moi. Logique, comme et du coup, après, j'ai juste pris ce piano et puis j'ai composé cette chanson en premier, en tout cas sur ce piano. Et après, Ah mais voilà, elle avait une vraie histoire cette chanson, c'est sûr, c'est magnifique ce que vous êtes en train de nous raconter. Ça arrive que dans les films en règle générale, ce genre d'histoire. Et voyez, on savait pas qu'il y avait une histoire aussi lourde derrière cette anecdote a priori. En tout cas, voilà, je pense qu'il vous a porté bonheur. On rebondissait ensemble en studio en disant les cours Florent Musique, c'est vrai, ça existe. C'est vrai que on savait pas forcément que ça existait et ça peut donner des idées à ceux qui nous écoutent parce que pour faire du théâtre, pour être comédien, on connaît les cours Florent de façon classique, mais musique, c'est plus récent. Oui, alors ça date de 2013. L'idée était vraiment d'offrir une formation pour les auteurs, compositeurs, interprètes. Donc il y a des cours de piano, des cours d'harmonie, des cours liés vraiment à la scène. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire dans l'année, sur la première année, on doit faire déjà 2-3 scènes importantes. On joue au Point Éphémère par exemple à Paris. Quand même. Et donc ça permet déjà de se rendre compte de l'enjeu scénique et aussi bien sûr de l'enjeu d'enregistrer ces chansons, de les rendre accessibles à tout le monde. Et donc on a beaucoup de cours aussi sur la composition, sur comment faire en sorte qu'une chanson sonne comme on l'imagine. Non, mais c'est hyper complet, c'est hyper intéressant. Les professeurs sont des artistes reconnus ? Oui, souvent c'est des artistes qui ont composé ou écrit pour d'autres et parfois qui ont eu une carrière aussi en tant qu'artiste-interprète, surtout pour les profs d'interprétation, profs de chant. Moi, c'est ce qui m'a le plus apporté, je pense, le prof d'interprétation, parce qu'ils étaient extrêmement durs avec moi. Et ça n'a pas de prix pour moi, parce que j'ai toujours été ménager. Quand tu chantes, on sent tellement d'émotion que... Ouais, mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir changé mon naturel, mais simplement ils m'ont apporté une certaine concentration. D'accord. Parce que j'avais tendance à partir dans tous les sens, à faire, comme disait ma prof, toutes les chansons en une seule. Voilà. Donc... On va écouter Soleil feuillu. J'aime ce titre. J'aime bien. Et on va découvrir dans un instant ce que vous avez voulu dire. Je n'ai pas encore la vertu des vieilles pommes, mes anciennes rues sont envahies par la faune, toujours amoureux de tous tes atomes. À jamais, le soleil feuillu s'abattra nu sur nos plaies, s'il te plaît. À jamais.
oreilles prêtes à rouiller contre la nuit. Quand les mésanges prêtent, zinzinulés sous la pluie, nos peaux de pierre se ruineront à vie, toujours amoureux de nos ennuis, à jamais. Soleil feuillu sur l'antenne de Radio J de Jules Teinturier. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce texte-là précisément, Jules ? J'ai voulu vraiment parler d'amour, sans le faire exprès, parce que j'avais écrit ce texte sans avoir l'intention de le chanter un jour. Mais un jour, j'étais au piano, encore une fois, ce piano que j'évoquais précédemment. Et en fait, j'avais envie de parler de la contradiction qu'il y a dans l'amour. C'est ce côté extrêmement implacable de l'amour, comme une obligation, et en même temps ce vœu de faire partie de cette famille de l'amour, de ceux qui sont aimés et qui aiment, et qui en même temps nous lient toute notre vie. Donc il y a vraiment dans cette chanson ce truc où certes c'est beau, mais c'est comme si, comme ce tambour dans cette chanson, on était obligé d'y adhérer. Il y a quelque chose. C'est trop beau ce que vous nous dites. Je pense qu'on a tous les larmes aux yeux et c'est tellement bien dit, tellement bien écrit. Vous nous avez vraiment embarqué, Jules Teinturier, dans votre univers. Moi, j'ai très envie de venir vous voir en concert pour faire perdurer l'expérience. Il y a un truc un peu à la Arthur H et tout, je sais pas, c'est fort quoi. Je pense qu'il y a un mélange de tout. Ouais, il y a quelques secondes, Alban mais... Bartoli disait il y a un petit truc de Johnny. Moi, j'entends un petit truc de Julien Doré. Vous entendez un petit truc d'Arthur H. Voilà, en tout cas, il y a un joli mélange qui fait que voilà, vous êtes unique et c'est ce qu'il faut voir et penser. Et vous voyez, je viendrai pour vous que je viendrai pas pour d'autres. Donc, Jules Teinturier, on vous retrouve sur YouTube. On vous retrouve sur Instagram à Jules avec un point Teinturier comme le teinturier. On vous dit merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était une très très belle découverte aujourd'hui sur Radio J in extremis. Parce que ça s'est fait très tard hier. Donc c'est dire que vous étiez voué à venir nous voir, parce qu'en plus vous étiez devant HPI hier soir quand vous avez appris que c'était Bruno Sanchez qui serait notre invité. Et comme il n'y a pas de hasard, eh bien merci beaucoup Jules Teinturier d'être venu nous voir, et j'ai envie de dire à très vite pour le deuxième EP. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jules sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Bruno Sanchez, et puisque vous êtes déjà venu une fois, peut-être en avez-vous gardé un souvenir, et c'était également avec Nathalie Daudrieux. C'est votre portrait dessiné, écrit, dépeint par Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle. Bonjour Bruno Sanchez. Il dit bien sûr, il s'en souvient plus du tout, ça se trouve. C'était il y a un an, il vous arrive tellement de choses, mais en tout cas oui, je me souviens, ce dont on avait partagé ensemble. Et bien voilà, un petit peu à l'image d'une synthèse, d'un petit reflet de ce que j'ai pu sentir se décrocher ici, à partir de ce que vous avez bien voulu dire, partager et montrer de vous. Voilà, on a un peu... une sensation de confusion au début entre votre vie professionnelle, vos émotions. Ça part un petit peu dans toutes les directions. C'est ces trois mots aussi rigolos, costauds, bouclés, qui ont absolument rien à voir avec les uns avec les autres. Mais bon, ça raconte une histoire déjà. Et en fait, on démarre avec votre pudeur à parler de cette difficile période que l'on traverse en ce moment. Et vous, votre engagement et votre posture, c'est plutôt prendre la parole pour éviter de se sentir impuissant. Et c'est un mot qui revient assez souvent. Parce que vous êtes touché par ce drame, et dans cette actualité triste et dans ce monde un peu triste, comment trouver le moyen, voilà, de se protéger, de protéger vos enfants, les enfants. Et en même temps, il y a une idéologie qui pointe son nez, c'est le bien vivre ensemble. Bah ouais.
C'est mieux, non? Voilà, comme à l'image d'Israël, où vous le disiez dans votre témoignage, les 3 grandes religions vivent harmonieusement. Et donc, c'est un peu ça qui teinte ce début d'interview ici. Et puis, finalement, ensuite, on fait un rapide petit flashback sur votre enfance et votre climat familial. C'est vrai qu'on avait beaucoup dégagé ensemble l'année dernière cet aspect à l'école qui n'était pas fait pour vous. Et aujourd'hui, vous déployez un petit peu plus ça et on sent que la forme éducative n'était pas tout à fait appropriée. C'est vrai que ça revient souvent chez les artistes que vous recevez. C'est Max Moublil qui nous en avait parlé également, mais comme tant d'autres. Max, il nous a tué. Mais si vous saviez, il nous a parlé de l'école Montessori où il a mis sa fille. C'était une parenthèse en disant ils l'ont mis devant la télé du matin jusqu'au soir. J'ai lâché l'affaire, mais c'était amusant. La semaine dernière, Hubert Félix Thieffen. Exactement. Et beaucoup d'autres, oui. Encore une fois, moi c'était comme ça, mais je sais qu'il y a beaucoup, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont. Après, c'est une critique très subjective de l'éducation. Hein. Oui, c'est un cadre qui peut, beaucoup structurer certains enfants qui partent dans tous les sens et qui ont besoin d'un axe et d'une autoroute très solide et très stable. Puis il y en a d'autres qui maîtrisent leur créativité, qui ont besoin justement qu'elle soit spontanée et sans filtre. Et puis voilà, vous en faites votre métier aujourd'hui et votre passion qui court toujours après un nouveau projet. Et en même temps, vous disiez que dans la difficulté à l'école, c'était le regard des autres. Et vous avez pourtant choisi un métier extrêmement exposé. Alors ça, c'est quand même un mystère. C'est vrai. Mais que vous avez relevé comme un défi de croissance. Et c'est ce que vous faites aussi dans vos challenges au niveau des rôles de cinéma que vous acceptez. C'est surtout sortir de sa zone de confort. Lorsque vous propose un film d'horreur, vous dites « Ah oui, on ne sait pas encore ce que c'est, on ne s'est pas encore vu, mais il y a un espèce de grand oui qui jaillit. » Donc c'est un mouvement très rapide chez vous. Je crois que je suis très spontané. Donc, mais aujourd'hui, j'essaie de contrôler cette spontanéité, d'être un peu plus contrôlé, mais on change pas. On est comme on est. Une drôle de bête. C'est ça, et c'était d'ailleurs ce que j'avais pointé l'année dernière. C'est une des caractéristiques du haut potentiel émotionnel, non pas intellectuel, mais c'est cette possibilité de laisser exprimer ce qui émerge. Justement, ça doit sortir, ça doit s'exprimer. Vous disiez également quelque chose d'intéressant à propos de ce rôle qui croit au monde de l'invisible, qui croit aux esprits et qui est très ouvert au paranormal, un peu comme vous. Les points communs ont fait un peu surface tout à l'heure, les anciennes civilisations qui vous passionnent, et tout ça, ça réactive les archétypes, on va dire mystiques, ésotériques. Et donc dans ce film, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a une résonance peut-être dans votre existence, descendre dans des profondeurs fortes, c'est vrai. aller dans des abîmes obscurs et réveiller quelque chose. Est-ce que ça vous est arrivé? Ouais, mais de toute façon, je crois que c'est le travail d'une vie. Hein. Et c'est ce que j'essaie de descendre au plus bas. Après, c'est comme les océans, on ne connaît pas encore les profondeurs. Donc, je ne sais pas ce que ça va réveiller. En tout cas, ça me rend meilleur, je crois. C'est marrant, j'en parlais avec ma femme ce matin au téléphone. Mais je crois on se disait que plus on avançait, plus on s'intéressait aux gens profonds, aux gens qui se remettaient en question. On n'avait plus envie de s'embêter avec des gens qui étaient en surface. Alors c'est très élitiste peut-être comme manière de raisonner, mais c'est ce qui vibre avec ce qu'on est aujourd'hui aussi. Et c'est vrai qu'on attire ce qu'on est. Et oui, la résonance. C'est intéressant d'aller chercher au fond de soi. Mais comme les musiciens le font, et là, quand on écoute la musique de Jules, c'est pour ça que ça me touche, parce que on sent qu'il va chercher des choses, de belles choses qui lui. Enfin, c'est cette musique qui le permet de s'exprimer. Et je crois que. Oui, la vibration du monde dans extérieur. Les choix qu'on fait, et intérieur, on sent que ça passe par un besoin de vérité, une quête de sens qui n'est pas au hasard, sinon il y a de l'ennui. C'est un peu ça qui me vient. Et donc pas perdre de temps parce que justement, il y a le goût du vivant très présent chez vous. La vie, elle est courte, mais elle est intense. C'est ça. C'est ce que j'ai pu sentir. Merci beaucoup de cette clarté que vous avez pu offrir ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Bruno Sanchez. Et merci à vous, Nathalie Daudrieux, notre thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve tous les mardis sur Radio J.
Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Bruno Sanchez. Vous êtes à l'affiche du film d'horreur Gueule Noire en salle. Merci beaucoup d'avoir été notre invité à nouveau sur Radio J. Vous avez tout à fait raison. En ce moment, je pense qu'on a envie de vérité et de se rapprocher des gens qui se rapprochent de nos idées, de nous. Et puis les masques tombent, alors forcément, on voit mieux les choses. Et quelque part, ça permet de faire un bon tri sélectif dans la vie, puisqu'on a beaucoup parlé d'écologie. Merci beaucoup, Jules Teinturier. Merci à vous. Très beau cadeau d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été mon coup de cœur sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Merci Alban Bartoli. Merci Nathalie Daudrieux pour le portrait. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain dès 15h avec une invitée incroyable. Brigitte Fossé sera mon invitée pour le spectacle Fontaine en fable et en notes. À demain. Belle journée à tous sur Radio J.